Le monde d'à peu près. Bonjour chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Monde à peu près, podcast diffusé par Artemus. Je suis Eva, l'équipe d'intervenants que vous connaissez déjà est composée aujourd'hui par Lamine. Bonjour à tous. Hugues. Bonjour. Et Nicolas. Bonjour. Nous parlerons santé dans ce podcast parce que nous voudrions tous bien vieillir et en bonne humeur. Et nous avons une bonne raison d'être joyeux aujourd'hui, car nous accueillons le professeur Henri Joyeux. Bonjour. Et son épouse, Madame Christine Bouguet-Joyeux. Bonjour. Merci d'être venue. Bienvenue en Belgique. Je rappelle, nos chers auditeurs, que Artemus diffuse des podcasts enregistrés avec nos différents invités, mais pas seulement. Nous avons aussi des chroniques sur une grande variété de sujets grâce à nos chroniqueurs et chroniqueuses. Nos podcasts et nos chroniques, vous pouvez les découvrir sur les plateformes où nous sommes présents, YouTube, Odyssée, le réseau X, Facebook et Telegram. Sur notre site web artemus.info, vous trouverez tous les liens utiles vers nos contenus. Aussi, nos prochaines conférences qu'Artemus organise. N'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir notre newsletter et être parmi les premiers au courant de nos activités. Il faut savoir que ce dernier temps, nos conférences sont très vite remplies, donc ne traînez pas pour vous inscrire et acheter vos tickets. C'est à la petite introduction publicitaire, Artemus, pour que l'information devienne connaissance. Professeur Joyeux, vous avez une longue CV. Je vais essayer de résumer rapidement toutes ces informations pour ensuite vous laisser la parole à vous et à votre épouse. Vous êtes professeur de la faculté de médecine de l'Université de Montpellier. Vous êtes chirurgien cancérologue, conférencier et youtubeur même. À un moment donné, vous étiez le cauchemar du ministre de la Santé en France, selon le journal Le Monde. Ce titre, vous l'avez gagné en vous opposant à la politique vaccinatoire ou vaccinatrice? Aux excès de la politique vaccinale, oui. C'est ça. Pas pour autant être un anti-vaccin. Pas du tout. On va certainement en parler plus en détail. Et en dénonçant le conflit d'intérêts entre le corps médical et l'industrie pharmaceutique, à la suite d'une plainte en 2015, je crois, du Conseil national de l'ordre des médecins. Cette affaire n'a jamais cessé de vous poursuivre, ce qui fait que vous êtes actuellement interdit d'exercer la médecine. Je suis suspendu. Suspendu. Pas pendu, mais suspendu. Suspendu, c'est déjà pas très agréable. Vous êtes d'ailleurs à la retraite depuis 2015 pour votre activité chirurgien. Voilà, j'ai arrêté le scalpel, mais je continue beaucoup à travailler. Je donne beaucoup de webinaires, de conférences et prochainement un masterclass de cancérologie sur comment éviter le cancer ou comment l'avoir. Il suffit de savoir ce qu'on veut. C'est ça. On voit que vous ennuyez pas. Pas du tout. Et vous êtes aussi écrivain. Depuis 1972, vous publiez beaucoup d'ouvrages, principalement sur des questions de santé, mais pas seulement. Vous avez même 2 best-sellers, Changer d'alimentation et l'autre, Manger mieux et meilleur. Exact. Votre dernier livre, paru en 2023, Centenaire et en pleine forme. Je ne suis pas encore. Mais je suis en pleine forme sans être centenaire. Exactement. Ces livres, vous trouverez aussi dans les bons libraires et pour les Bruxellois, chez notre librairie partenaire Maupassant à Jette. Madame Bouguet-Joyeux, vous êtes diplômée de droit européen, mais j'ai noté que vous êtes passionnée par la nutrition et toutes les implications pratiques de la nutrition sur la santé. Vous écrivez également des livres à ce sujet, notamment des livres de cuisine, certains adressés aux enfants. Vous-même, vous avez 6 enfants avec Monsieur Joyeux et vous êtes des heureux grands-parents et arrière-grands-parents désormais. Pas tout à fait. Non, pas encore? Si, dans 3 mois, arrière-grands-parents. Ah d'accord, j'étais un peu un scoop. Voilà. J'étais un peu à l'avance. Vous êtes tous les deux actifs dans une association aussi qui s'appelle Famille, Santé et Prévention, dont le but est d'informer le plus grand nombre sur les questions de santé et la prévention.
Et voilà ma première question en voyant ces nombreuses activités à tous les deux, votre grande famille, votre carrière et votre vitalité en même temps. J'ai envie de savoir, mais enfin, comment vous faites? Quel est votre secret? Notre secret, mais c'est la simplicité. C'est-à-dire que on mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, et on va essayer de les moins transformer possible. C'est-à-dire les fruits, on ne les cuit pas. On va les manger bio, bien sûr, de proximité, de saison. Et les légumes, soit on va les consommer en salade, auquel on peut mélanger des fruits, bien sûr, soit on va les cuire, mais de façon très légère et de façon à éventuellement les détoxifier, puisqu'il existe un moyen de cuisson qui a ses performances. Voilà. Donc, le secret, c'est surtout alimentaire ou il y a Tout à d'autres fait. choses? Alors, mon épouse met en application tout ce que moi j'apprends par le domaine scientifique. Elle m'écoute, elle le met en application et j'avoue que c'est très très agréable de cette conjugaison. Il y a quelque chose de très agréable qu'on peut signaler, c'est que c'est exceptionnel qu'un homme nous dise que sa femme l'écoute, donc ça, il faut quand même qu'on le souligne. Mais poursuivez. Exactement. Et je dirais, il faut ajouter à cela le sport, Oui. mais pas un sport intensif, une activité physique régulière, un bon sommeil. Et également, je dirais, une bonne affectivité, si vous voulez, parce que nous allons fêter dans 48 heures nos 50 ans de vie en commun, tous les deux, ensemble. Magnifique. Alors, évidemment, on se dispute comme tous les couples, mais je trouve que la vie à deux, comme ça, c'est absolument merveilleux, surtout quand on a les mêmes objectifs, c'est-à-dire que nous voulons faire passer des messages de prévention santé. Et en tant que cancérologue, je souffre beaucoup de voir le nombre de patients atteints de cancer, alors que nous sommes en 2024-2025, et que en 1972, Nixon arrivant au pouvoir aux États-Unis dit en 69 nous étions sur la Lune, et dans 10 ans il n'y aura plus de cancer. 72, vous vous rendez compte? Or, il y en a de plus en plus, 20% d'augmentation dans les 20 dernières années. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est que nous connaissons de mieux en mieux le cancer, que nous le soignons de mieux en mieux, sauf que nous ne guérissons pas plus de 50 à 55, 60% des malades, et qu'on voit encore beaucoup de cas, avec les tout derniers qu'on est en train d'analyser sur le plan statistique, qui sont des turbo-cancers. Un turbo, un TGV, ça va, mais un turbo, un TGV cancer, je conseille ça à personne. Donc la prévention devient un de mes soucis majeurs. En fait, quand on vous écoute, la prévention, c'est le secret pour éviter ce que vous êtes en train d'expliquer. Et ce qui manque, c'est vraiment une vraie procédure d'avant-garde là-dessus. Exactement. Mais la question, c'est est-ce que c'est propre à... Vous êtes français, à la France, à l'Europe? Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus en avance là-dessus? Comment ça se passe? Est-ce que c'est un problème général ou c'est ciblé par pays? Non, alors, les Américains, comme toujours, se réveillent. Et ceux qui traversent l'Atlantique mettent du temps à traverser l'Atlantique. Donc je pense que c'est en train d'arriver, que vous avez aujourd'hui des cliniques spéciales aux États-Unis sur la prévention des cancers. Le problème, c'est que ces cliniques cherchent ce qu'on appelle des épimédicaments. Il y a l'épigénétique et il y a la génétique. C'est l'épigénétique qui fait qu'un gène va s'exprimer pour vous créer un cancer à tel ou tel endroit du corps. Donc un épimédicament, si c'est un médicament, ça veut dire que vous allez devoir l'acheter quelque part. Il y a un business qui va être mis en place. Là, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que l'épimédicament, c'est de l'épinutrition, si vous voulez. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous mettez dans votre assiette, matin, midi, soir? Quel est votre sommeil? Quelle est votre activité physique? Nous sommes des êtres sur deux pattes, avec un cerveau, des oreilles, des sens, etc. Comment faisons-nous fonctionner ce corps fabuleux que nous avons, que nous abîmons souvent sans le savoir? Donc, il y a un problème de savoir. Moi, j'ai une passion, c'est faire savoir. Transmettre, apprendre, j'apprends sans arrêt, je vais apprendre par votre émission, par les questions que vous allez me poser, et en même temps, je souhaite transmettre ce que je sais, ce qui est sûr, et puis ce qui est moins sûr, bah oui, c'est peut-être pas sûr aujourd'hui, mais peut-être que ça va venir. Donc l'espoir d'être plus dans la prévention viendrait donc des États-Unis, par exemple, par rapport à ce qu'on peut vivre en Europe.
Pardonnez-moi, je n'ai pas bien compris votre question. Un rapport à ce qui est fait en Europe, Oui. un espoir pour avoir plus de prévention viendrait des États-Unis, selon vous? Pourrait venir des États-Unis ou alors du réveil que certains de mes collègues sont en train, si vous voulez, de vivre. Le problème, c'est que le cancérologue d'aujourd'hui est un type, une femme, un homme débordé. Débordé. Ça veut dire que vous rentrez dans la salle de consultation, vous avez certainement un diagnostic, une biopsie, vous avez un cancer à tel ou tel endroit. Bon, allons-y. Et le cancérologue, dans sa tête, il a un thésaurus. En fonction de l'âge, du sexe, du cancer, voilà le traitement que vous allez avoir. Et vous avez peu de choses à discuter. D'accord ? On montre la radio, on montre l'IRM, on montre le scanner, on montre les examens, et en route, on démarre. Chimio, immunothérapie, plus chirurgie éventuellement, enfin tout ça. Et c'est, si vous voulez, un chemin très lourd, très dur, quand il s'agit d'une femme qui a une famille, d'un homme jeune, etc. On lui dit à 45 ans, 48 ans, 50 ans, vous avez un cancer de la prostate. Vous imaginez ce qui va traîner dans sa tête. Un cancer du côlon, il faut vous mettre une poche. Un cancer de la vessie, vous allez pisser sur le côté. Enfin bon, si vous voulez, des catastrophes. Et le mot cancer, quand il arrive sur une personne, il va déclencher, si vous voulez, une cascade de détresse psychologique qu'il va falloir tenter de remonter. C'est là qu'un psychologue, un accompagnement, tout ça sera nécessaire. Mais le mieux, c'est de ne pas y avoir accès à tout ça. Ça veut dire la prévention. Or, attention, en France, en Belgique aussi, nous confondons dépistage et prévention. Quelle est la différence exactement? Dépistage, je vous dépiste un cancer, par exemple, un cancer de lymphome otorhinolaryngologique, un cancer du poumon, de la prostate. Je vous le dépiste. Bon, vous n'allez pas être très content, mais en même temps, je vais vous dire, écoutez, soyez contents, c'est le début. C'est le début de la maladie. On va pouvoir vous guérir. Bon. Vous voulez dire qu'on dépiste, c'est quand il n'y a pas de symptômes? Tout à fait. Par exemple, vous êtes fumeur, eh bien, je vais vous faire un scanner avec peu d'irradiation sur votre scanner thoracique tous les ans, et je vais découvrir peut-être une petite lésion qui sera le démarrage d'un cancer. On va vous traiter, on va vous guérir sans aucun problème. Donc tout fumeur, si vous voulez, pour simplifier, dans ce cas-là, devrait avoir ce type de scanner. Vous voyez ? Bon, donc il y a ce qu'on appelle des facteurs de risque. Si vous avez un bonhomme ou une personne qui a 15 kilos de trop, elle a incontestablement une maladie inflammatoire. Si elle a une maladie qui est inflammatoire, elle va toucher tel ou tel organe en fonction de la sensibilité, qui sera une maladie auto-immune, laquelle peut évoluer vers un cancer. Rectocolite ulcéro-hémorragique, maladie de Crohn. Ou alors, ça sera plutôt articulaire, spondylarthrite, rhumatisme, etc. Et on sait que toutes ces maladies auto-immunes, qu'elles soient de la thyroïde, des articulations, du tube digestif, de l'Alzheimer, du Parkinson, donc neurologique, ou de la sclérose en plaques, elles ont des origines dans la malbouffe. Malbouffe. Ça, c'est impossible à entendre par qui ? Par l'industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire, moi je la respecte beaucoup, mais je voudrais qu'elle m'écoute pour qu'elle puisse dire « je vais donner et changer mes habitudes de préparation pour donner à tous ceux qui sont consommateurs que nous sommes une alimentation qui soit une alimentation de qualité pour stimuler l'immunité des personnes. » Attention, immunité. Il y a eu le Covid. Nous avons tous eu les mots immunité, antigène, anticorps. Est-ce que les gens ont compris ce que c'était que les défenses immunitaires ? Un peu. Ils se sont posé des questions. Je puis vous dire que si vous avez de bonnes défenses immunitaires, pas de problème. Vous vous défendrez contre les intrus. Lesquels ? Bactéries, virus, parasites, champignons, mais aussi des mutations au niveau des cellules qui sont des cellules qui possèdent une génétique. Et ces mutations, si elles sont sur une cellule de la prostate et que vous avez une mutation ou au niveau du sein, le gène qui est destiné à vous protéger, on parle d'un gène protecteur, d'un gène suppresseur, va devenir un oncogène, c'est-à-dire un gène qui va vous créer le cancer. Il y a 2 gènes pour le cancer du sein. On dit vous avez 2 gènes, mesdames. Non, attention, elles ont 2 gènes protecteurs que l'on peut trouver dans une prise de sang. BRCA1, BR, ça veut dire breast en anglais, le sein, C1, CA1, cancer 1, et puis le 2, ce sont en réalité des gènes protecteurs. Mais s'ils mutent, ils deviennent cancer oncogène, c'est-à-dire qu'ils vous créent le cancer. Et chez une femme de 30 ans, 35 ans.
Bon, donc une femme qui aujourd'hui découvre un cancer à 40 ans ou avant 40 ans, on cherche le gène, on va aller le chercher chez ses filles qui l'ont peut-être, en tant que protecteur, alors que c'est la maman, il n'est plus protecteur, il n'est plus oppresseur, c'est un vrai oncogène. Donc on a progressé énormément dans le domaine de la cancérologie, de la compréhension. Mais si on progresse dans la progression, le PIP, c'est pour vider les centres anticancéreux. Aujourd'hui, si vous imaginez qu'il n'y a pratiquement plus de cancer du sein dans les centres anticancéreux, vous en fermez la moitié. Donc on perd beaucoup d'argent. Oui, ça, évidemment, mais vous avez raison. Les scénologues, ce sont des gens qui ne voient que des seins, que des cancers du sein. On voit des cancers du sein chez l'homme. Ça, quand on dit ça, non, mais il dit attends, il y a un problème. Un cancer du sein chez l'homme, on n'a pas de sein, nous. Ben oui, ça existe quand même. On en voit 1000 à peu près nouveaux cas par an en France. 1000, c'est pas 60 000 nouveaux cas de cancer du sein chez la femme en France, tous les ans. Après, 120 000. il y a le problème du dépistage, parce que du dépistage, puisque j'ai entendu un de vos collègues, je ne me rappelle plus son nom. Oui, le dépistage. Alors évidemment, il y a des femmes chez lesquelles il faut dépister. Faut-il dépister à tout le monde? Quand vous faites des mammographies avant l'âge de 40 ans, c'est une aberration. Pourquoi? Parce que vous envoyez des rayons sur le sein et on sait que la multiplication de ces mammographies peut augmenter le risque de cancer du sein. Vous comprenez? Donc ce qu'il faut lui faire à cette femme, c'est des échographies, c'est l'examiner correctement. Mais aujourd'hui, les scénologues n'examinent plus. Ils n'examinent pas. Une femme, si vous voulez... Ils regardent mais ils ne touchent pas. Comment? Ils regardent mais ils ne touchent pas. Oui, peut-être, si vous voulez. Regardez, touche pas. Mais en réalité, la femme qui a un problème de sein, qui vient vous voir stressée, il faut l'examiner assise. Vous êtes en face d'elle. Bon, vous examinez correctement les 4 cadrans du sein, vous examinez les aisselles, vous examinez le cou, et puis ensuite, vous l'examinez allongé sur une table. D'accord? Mais ça ne se fait jamais. Comment voulez-vous? Ça veut dire que l'examen clinique en scénologie, il a quasiment disparu. On dit radio, échographie, échographie, mammographie et RM. Ce qu'on peut faire à distance. Qu'on peut faire à distance, qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que la médecine commence à se numériser. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut faire des examens, des prétendus examens de sein à distance. Oh, oui, tout à fait. Donc on est en train on passe à l'intelligence artificielle qui va... Le radiologue va quasiment disparaître. Pourquoi? Parce que l'interprétation va se faire sur l'écran que va recevoir la machine qui va dire il y a un nodule à tel endroit, il faut aller faire une biopsie ou pas. Vous voyez? Moi, je suis inquiet, si vous voulez, par le nombre de cas de cancer du sein que je vois chez des femmes jeunes. Le problème, c'est que quand on les voit, elles pigent. Elles pigent. Et puis les autres copines qui ont le même âge, ils disent merde, mais pourquoi elle a un cancer du sein et pourquoi moi je ne l'ai pas? Pourquoi moi je ne l'ai pas encore? Attention, pourquoi moi je ne l'ai pas encore? Parce que les facteurs de risque aujourd'hui, on vous dit on ne sait pas. Là, on se fout du monde. Et pour le cancer du sein, quels sont les facteurs de risque selon vous? Numéro 1, les hormones exogènes. La pilule? Mais bien sûr. Vous remontez à 1960. À l'époque, des cancers du sein, il y en avait bien sûr, mais pas autant que vous en avez aujourd'hui. Et on les voyait chez des mamies, chez des femmes qui avaient 70, 75 ans. De la même façon que le cancer de la prostate, c'était un cancer de la personne âgée. On ne mourait pas du cancer de la prostate. Aujourd'hui, on en meurt. Pourquoi? Parce qu'on l'a beaucoup plus tôt. Car c'est une forme de vieillissement précoce des tissus. Quand vous avez un sein d'une petite qui arrive à la puberté, il se construit, n'est-ce pas? Il se construit sous quelle influence? Ce n'est pas sous l'influence de l'air, c'est sous l'influence de son alimentation qui crée au niveau de ses ovaires une fabrication de 2 hormones, estrogène et progestérone. D'abord estrogène, le sein se construit, ensuite tous les autres signes qui sont les signes de la sexualité de cette jeune fille qui va devenir femme, et ensuite arrive la 2e hormone, progestérone. Et puis il y a un cycle. Qu'est-ce qu'on fait avec la pilule? On copie un cycle naturel en faisant quoi? En donnant 20 à 50 fois les doses d'hormones que fabriquent les ovaires. Ça veut dire que les ovaires sont au repos. Les ovaires, ce sont des glandes extrêmement puissantes qui, tous les mois, sont capables de vous lâcher un ou plusieurs ovules. À la rencontre éventuelle d'un spermatozoïde, ça c'est Inch'Allah, vous voyez. Mais ce qui est important à bien comprendre, c'est que les femmes sont trompées complètement sur comment ça marche. Demandez à une jeune fille de vous décrire ou de vous dessiner un sexe masculin. Parfait. Elle vous le dessine en action, d'accord?
Et maintenant, vous allez dire, vous allez me dessiner un sexe féminin. C'est la cata absolue. Où sont vos ovaires? C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Ouais, Mais c'est compliqué parce que quand on ne veut pas l'expliquer, demandez au laboratoire Bayer en Allemagne si ça intéresse les femmes. Lui, il s'intéresse aux femmes. Il s'intéresse aux femmes exactement comme un grand laboratoire qui fait de la magnifique cosmétique, qui dit, mesdames, vous le méritez bien. Vous le méritez bien. Quoi, vous méritez bien? Vous méritez bien, à juste raison, de n'avoir les enfants que ceux que vous avez envie d'avoir. Et là, je le comprends. Donc la contraception est quelque chose d'extrêmement utile, mais il ne s'agit pas de donner une contraception qui risque de créer du cancer. Après, j'ai eu de l'expérience avec ma femme qui a voulu arrêter la pilule, et quand elle expliquait les raisons, c'était pour éviter justement d'avoir des cancers et autres. La gynécologue l'a regardé et abasourdi. Non, ce sont des théories complètement farfelues, etc. Donc voilà. C'est-à-dire que vos confrères n'insistent pas dans cette voie. Mais bien sûr, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est d'une simplicité absolue. Ils ont oublié comment se construit le sein, comment se construit l'utérus, qui ne se construisent que par hormonodépendance. Bien. Quand vous avez un cancer du sein, quel est le premier traitement qu'on vous donne? Et là, on va vous mentir. On vous donne un traitement hormonal. Non. C'est un traitement anti-hormonal. Mais pourquoi on ne vous dit pas que c'est un traitement anti-hormonal? Parce que vous êtes suffisamment intelligents, vous les femmes intelligentes, pour comprendre que si on vous donne un traitement anti-hormonal, c'est que le traitement hormonal préalable est peut-être responsable de ce qui se passe. On l'a vu à la ménopause. Aux États-Unis, tout d'un coup arrive sur CNN que le traitement hormonal substitutif de la ménopause augmente les risques de cancer du sein chez la femme en post-ménopause, après la ménopause. Immédiatement aux États-Unis, si ça passe sur une télé comme ça, CNN, je peux vous dire que dans les 8 jours, les femmes n'en prennent plus. 3 ans plus tard, 20 à 25% de moins de cancer du sein en post-ménopause. C'est immédiat. Pourquoi? Parce que vous donnez à un sein qui est ménopausique, qui ne doit plus recevoir d'hormones, puisque la physiologie féminine fait que les ovaires se sont mis au repos, il n'y a plus de grossesse qui soit possible. Si vous donnez un complément hormonal en faisant un mensonge monumental en disant c'est une substitution, vous ne vous substituez à rien. D'ailleurs, ils ont changé, ils ne disent plus THS, ils disent THM, traitement hormonal de la ménopause. Alors quant au gynéco, et vous avez tout à fait raison de me poser la question, vous prenez ici 100 gynécos, belges, français, ailleurs, vous les mettez devant moi, ils vont m'assassiner. Ils vont m'assassiner. Seulement le problème, c'est que ces 100, moi je vais leur poser des questions à ces 100, je vais leur poser des questions scientifiques. Nous allons voir ce qu'ils savent sur le fonctionnement de la mutation d'un gène, ce qu'ils savent sur l'hormonodépendance d'une cellule, d'un galactophore du sein, d'un lobule du sein. Et là, ils vont vous répéter bêtement, tout simplement, le même discours. Vous êtes le seul à tenir. Je ne suis pas le seul, hein, attention, je ne suis pas le seul parce qu'il y en a d'autres. Seulement, moi, je suis à la retraite. J'ai quitté mon bistouri et j'ai la liberté de parole, depuis longtemps d'ailleurs. Mais cette liberté de parole, les autres ne l'ont pas. Parce que nous sommes dans une société où la science des blouses blanches aujourd'hui est telle que les blouses blanches, on leur impose des protocoles. Et j'aimerais bien revenir à ce que vous avez dit plus tôt, parce qu'on parle de cancer, oui. Que le meilleur moyen de ne pas avoir de cancer, c'est de le prévenir. Bien sûr. Et vous avez dit qu'on pouvait avoir des espoirs venant d'outre-Atlantique, notamment des États-Unis. Oui. Mais moi, je vais revenir en France, puisque vous avez un confrère qui s'appelait André Gernez, qui avait fait tout ce travail, justement, de la prévention. Je l'ai connu. Voilà, et qui nous expliquait. Lui, il était tout content. Voilà, j'ai trouvé, il avait fait ses expériences, etc. Il arrive, chape de plomb. Donc, est-ce que vous pouvez rapidement, pour nos auditeurs, expliquer qui est André Gernez et quel était son protocole? André Gernez était un type qui était en avance sur son temps, qui avait son caractère, un caractère bien affirmé, et donc qui a vu beaucoup de choses sur la prévention bien avant tout le monde, sauf un élément où j'étais pas trop d'accord avec lui, c'était le problème d'Alzheimer et du Parkinson, où il avait tendance à dire que d'avoir la cigarette au bec, c'était pas trop dangereux pour nos neurones. Bon, je dirais tendance, hein, je veux pas du
du tout l'accuser. Je l'ai bien connu, j'ai connu sa fille également, qui a beaucoup souffert parce que son père était extrêmement attaqué par les autres collègues. Comme moi, je suis très attaqué. C'est quand même impensable. On n'a jamais vu, alors qu'on manque de médecins, qu'on manque de cancérologues, un prof de cancérologie. J'ai été prof de cancérologie en 1980. J'avais 35 ans. 6 ans plus tard, comme j'étais chirurgien des hôpitaux, je suis devenu professeur de chirurgie digestive. Et j'aurais pu devenir en plus, troisième, professeur de nutrition. Bon, là, je n'ai pas eu parce qu'ils n'ont pas voulu, ils ont trouvé que j'en avais trop, bon, peu importe. Mais ce qui est certain, c'est que des types comme Gernez, et comme moi, et comme d'autres, nous sommes attaqués. Pourquoi ? Parce que vous avez des lobbies qui sont d'une extrême puissance, qui payent des congrès où vous avez un verre de rouge, un verre de blanc, le petit déjeuner, la chambre, etc. Bon, je ne suis pas contre que les laboratoires fassent du travail pour la recherche, pour la prévention, pour les traitements. Et nous avons fait des progrès considérables en immunothérapie associée à la chimiothérapie, comme en chirurgie, je dirais, moins agressive qu'elle n'était dans le passé. Bon, on a fait d'énormes progrès. Mais il y a tout de même un point capital, il faut s'orienter sur la prévention. C'est pour ça que je rêve, peut-être y arriverai-je ou pas, de créer une université populaire de prévention, à la fois orientée vers des professionnels de santé qui ont soif, je dirais, d'être efficaces pour leurs patients. Attention, un médecin, il n'a pas envie de multiplier le nombre des cancers. Et puis, pour le grand public, parce que le grand public, aujourd'hui, a soif de savoir, il se méfie. Il se méfie de nous. Il se méfie de nous, les médecins. Il se méfie des médecins qui sont à la télé, à la radio. J'étais récemment invité sur une radio importante et télé française. Et figurez-vous qu'une femme médecin, un bébé de médecin, si vous voulez, par rapport à ma culture scientifique et à mon ancienneté, elle a refusé de me serrer la main. Ma main était dans le vide. Non, mais moi, j'en ai rigolé. Si vous imaginez le ridicule. Oui. Le ridicule. Oh, le vent. Comment ? On appelle ça un vent. Oui, voilà. Non, mais plus sérieusement, donc, là, vous venez de le dire, en fait, le gros problème dans la médecine, ça reste le lobby pharmaceutique. Alors, les lobbies pharmaceutiques, ils ont beaucoup d'argent et c'est tant mieux. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que quand il y a un médicament qui est efficace, on n'est pas obligé de le changer pour un autre médicament en multipliant ses indications. Je vais vous donner un exemple, le Prozac. Vous avez le moindre petit souci familial, peu importe, dans votre profession ou ailleurs, un petit état dépressif. Paf, on vous file du Prozac. On vient de démontrer qu'aujourd'hui, dans le Prozac, l'enrobage du Prozac est un produit cancérigène, dans l'enrobage. Le labo qui fait le Prozac, il a intérêt à ce que vous preniez du Prozac, mais que vous en preniez, que vous ne puissiez plus vous en passer. Que vous ne puissiez plus vous en passer. Ça, c'est beaucoup de médicaments de la psychiatrie. Vous avez le DSM-5, c'est-à-dire le dictionnaire des maladies mentales. Mais attention, dans ce dictionnaire des maladies mentales, nous sommes tous avec une maladie mentale. Nous avons tous besoin de prendre quelque chose parce qu'un jour, on a une petite anxiété, une petite déprime, un petit ci, un petit ça. Il y a un cacheton pour vous. Alors que ce qu'il faut, c'est un bon psycho, aller au cinéma, aller discuter, prendre une bonne bière et déconner. Ce que vous disiez sur l'emballage des médicaments, il y a le fameux E171, je crois, oui. 171, oui. Qui emballe, pour faire un blanchissement, qui emballe beaucoup de médicaments, même des choses très communes. Exactement. Et ça, c'est cancérigène. Oui. Alors, on vous dit, pas sur le moment. Bah, bien sûr, c'est pas sur le moment. C'est la consommation chronique. Cette information, elle est quand même... Non, mais elle doit être connue du public. Alors, au-delà de ça, pour revenir, parce que je reviens quand même... Il y a Peter Goeth, que vous devez connaître, qui a écrit le livre Remède mortel et crime organisé, où il parle carrément d'une mafia qui a pris pour cible la médecine. Je laisserai ce mot à cet auteur, mais c'est pas faux. Et ça s'aggrave. Et ça, on l'a vu avec Pfizer et Moderna. On l'a vu d'une manière extrêmement claire. Quand on nous a sorti les vaccins, normalement un vaccin... Quand moi j'ai râlé à propos des vaccins en disant les mamans en France ne trouvent plus le DTP, diphtérie, tétanos, polio. Par contre, elles trouvent diphtérie, tétanos, polio, plus coqueluche, plus hépatite B, plus ceci, plus cela. Ça s'appelle une vente forcée. C'est exactement comme si vous allez acheter une paire de lunettes, mais on vous dit monsieur, vous avez les lunettes, ok, mais vous êtes obligé d'acheter le chapeau en plus. Ah, je n'ai pas demandé un chapeau. Ça s'appelle une vente forcée. C'est absolument illégal. Bien. C'est passé au Conseil d'État. Le Conseil d'État m'a donné raison sur le fait que, effectivement, les laboratoires devaient fabriquer le diphtérie, tétanos, polio qui était obligatoire.
Mais la conclusion du Conseil d'État, c'était sauf si la loi change. Ils savaient très bien qu'elle allait changer. Le Conseil d'État est lié à l'État, est lié aux laboratoires pharmaceutiques. Il ne faut pas te faire d'illusions. Bon, donc, ils ont joué pour... Oui, il faut que... c'était la ministre Marisol Touraine, que le DTP soit pour les familles. Mais si jamais il y a mieux... Ben voilà, c'était la dernière phrase, vous voyez. Bon, donc, aujourd'hui, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que vous avez des blouses blanches en France. Nous sommes au début de la vie, nous sommes à la fin de la vie. Le médecin est au début de la vie, c'est le pédiatre, c'est le gynécologue, c'est l'obstétricien. Et puis vous avez à la fin le gériatre. Ils sont tous les deux en blouse blanche. Début de la vie, constitutionnalisation. Votre enfant, vous l'avez fait comme ça, vous ne le voulez pas vraiment, à dégager. À dégager, il est à 3 mois, il est à 6 mois, il est à 9 mois, il est à 12. On s'en fout, à dégager. Il ne compte pas. Bon, très bien. C'est une tumeur. Bon, ce n'est pas tout à fait une tumeur. Bon. Ça, c'est début de la vie. Constitutionnalisation avec un président de la République qui se vante en disant « Je suis le premier pays au monde à constitutionnaliser cette chose-là. » D'accord ? Vous avez pratiquement plus de liberté de conscience par rapport à une femme qui vient me voir, et je peux vous raconter des cas, et qui me dit « Je veux arrêter ma grossesse » et je vais finalement la convaincre à garder l'enfant, et elle va être super heureuse d'avoir gardé son enfant. Bon, ça ne veut pas dire que je suis contre l'interruption volontaire de grossesse quand il y a des nécessités d'eux. Fin de vie. Le papy, la mamie, elle est gâteuse. Il y a un bel héritage. Il coûte la peau des fesses à la retraite, etc. Piqûre. On va nous constitutionnaliser la fin de vie par l'euthanasie. Vous l'avez en Belgique. Ouais. En Belgique, moi, j'ai une femme un jour qui m'appelle et qui me dit, voilà, mon père avait un problème de bronchopneumopathie chronique. Ça veut dire qu'il était gêné pour respirer, il avait beaucoup fumé. On lui propose l'oxygène, la bouteille à oxygène, etc., pour l'aider à vivre, n'est-ce pas ? Bon. Il dit, non, je préfère crever, je préfère mourir. Bon. Donc, il va signer ce qui se passe en Belgique. Il va signer le petit papier « Je veux l'euthanasie ». Et puis, si 1 mois plus tard, il est toujours d'accord avec sa première signature, on y va. Bon. Qu'est-ce qu'il fait ? Il signe la deuxième partie, donc, et avant de se faire piquer, il fait une petite fête en famille pour dire au revoir. Bon, il dit au revoir à ses chers parents, etc. Et il y a un petit-fils de 15 ans qui aime beaucoup son grand-père. La seule chose, c'est que le petit-fils de 15 ans, il ne sait pas que le grand-père, il est en train de faire un petit repas sympa pour dire au revoir, je m'en vais demain, quoi. Bon, or, qu'est-ce qui se passe ? Il va être piqué. Le petit va être un des derniers à aller embrasser le grand-père. Et il voit qu'il est froid, parce qu'il est froid et qu'on l'a euthanasié. 15 jours plus tard, il se pend. D'accord ? Voilà. Alors, vous me direz, c'est un cas. Ça m'est égal. C'est un cas. Il va retrouver son grand-père. Oui, vous me direz, il a l'éternité qui sera plus longue que les autres. Hein, voilà. C'est ce qu'on peut sortir ça. On peut dire, il a eu un chagrin, un petit chagrin. Non, un grand chagrin. Bon. Non, on est dans une société qui est passionnante. J'aime beaucoup la disputation et j'aime beaucoup, si vous voulez, qu'il y ait confrontation courtoise, agréable, autour d'un verre, d'un café, d'une bière, etc., sur des désaccords. Pourquoi ? Parce qu'on a tous à faire du chemin l'un vers l'autre pour mieux se comprendre et mieux comprendre la société dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une société pessimiste. Moi, j'ai un ADN qui s'appelle joyeux. Croyez-moi, ça marche bien. Justement, en disputation, il y a quand même, surtout avec tout ce qui s'est passé ces 4 dernières années, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis en avant, même des spécialistes, contre les vaccins, mais en général, pas seulement le vaccin Covid. Et vous n'êtes quand même pas anti-vaccin. Vous trouvez que c'est une solution, que c'est efficace, que ça fonctionne. Et qu'est-ce que vous leur dites à ces gens qui expliquent qu'en fait c'est une arnaque les vaccins depuis toujours, qu'on avait des choses dedans qu'il ne fallait pas, que ça n'a pas fait ses preuves? Vous leur dites quoi à ces gens-là? Non, alors attention. Moi, je leur dis, la vaccination a sauvé beaucoup de vies. Que ce soit avec la variole, par exemple, que ce soit, j'ai beaucoup travaillé la vie de Louis Pasteur. Hein. Bon, il n'a pas toujours été efficace, Louis Pasteur. Il a été critiqué aussi quand il a trouvé le vaccin contre la rage. Il a trouvé des choses qui sont absolument merveilleuses pour l'époque, qu'on ne pourrait pas trouver aujourd'hui. Mais je dirais, on va prendre un exemple concret. Rougeole, oreillon, rubéole. Votre enfant, il vient de naître. Il a 6 mois, il attrape la rougeole. Bravo, il n'est pas vacciné. Pourquoi ? Parce que le vaccin obligatoire rougeole, oreillon, rubéole, c'est à 11 mois, 12 mois. À 6 mois, il attrape la rougeole. Bon,
il va très bien s'en sortir. C'est la première maladie autrefois de l'enfance, du nourrisson, puisqu'on est nourrisson jusqu'à l'âge de 2 ans. Et cet enfant va avoir des anticorps anti-rougeoleux pour la vie entière. Par contre, vous vaccinez cet enfant, il le faut aujourd'hui parce qu'il y a des épidémies à 11-12 mois contre les 3 maladies, rougeole, oreillon, rubéole. Vous lui donnez 3 virus qui sont dormants, si vous voulez. Ce sont des virus de ces 3 maladies qui sont atténués. Bon, ils font dodo, d'accord ? Bon. Et vous allez le vacciner. Mais dans 20 ans, il n'a plus d'anticorps anti-rougeoleux. Il faut le revacciner. D'accord ? Avant, le vaccin uniquement contre la rougeole, qui s'appelait le Rouvax, il était à 6 mois. Je n'étais pas du tout défavorable. Pas du tout défavorable. Parce qu'il pouvait attraper la rougeole après. Bon, maintenant, on a cumulé. Aujourd'hui, vous avez diphtérie, tétanos, polio, hépatite B à 2 mois. Or, le système immunitaire d'un enfant, et les pédiatres qui nous écoutent le savent, et parfois ça en bouscule certains, le système immunitaire d'un nourrisson, il n'est pas mature avant 1000 jours après la conception. Je répète, 1000 jours après la conception. Ça veut dire temps de conception, 3 x 9, 27, 270 jours des 9 mois, n'est-ce pas ? Plus 2 années de 365 jours, faites l'addition, vous arrivez à 1000 jours. Alors, on n'est pas à 10 jours ou 100 jours près, mais autrefois, on vaccinait les gosses à 18-24 mois. Nous avons aujourd'hui de véritables pathologies allergiques. Qu'est-ce que c'est qu'une allergie ? C'est un système immunitaire qui a été perturbé. Qu'on ait une allergie à des pollens au printemps, normal, tout le monde peut en avoir et c'est très banal. Mais nous avons des allergies aujourd'hui alimentaires, respiratoires, des asthmes à la pelle. C'est pas normal que nous ayons autant de maladies. 30% des Français sont en maladie chronique. Probablement idem en Belgique. 30% en maladie chronique. C'est énorme. Donc vous imputez ça à une vaccination trop, Alors, attention, trop jeune, c'est ça ? Non, mauvaise alimentation, oui. Vaccination et stress. Moi, si je vous stresse, que je vous angoisse en vous disant « Monsieur, vous avez 65 ans, vous allez mourir de ce Covid qui va arriver, faites-vous vacciner, sinon vous allez mourir », vous stressez quand même la personne. Et surtout quand on vous montre que vous avez 10 vaccins à la suite et que 4 mois après la vaccination, vous transmettez la maladie et vous pouvez la choper. Mais on vous dit « Si vous l'attrapez, vous n'allez pas mourir ». Pour vous démontrer que ce vaccin va vous empêcher de mourir. Attendez, un vaccin, c'est fait pour quoi ? C'était pour empêcher la maladie. Si ça n'empêche pas la maladie, ce n'est pas un vaccin. Et un vaccin, à l'époque, quand j'ai été accusé d'être contre les vaccins, ce qui est totalement faux, on disait il faut 10 ans pour faire un vaccin. 10 ans. Et là, les ARN messagers, on les a fait en 9 mois, 10 mois. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, on est dans le doute aujourd'hui avec les turbocancers. On voit des complications importantes qui sont gynécologiques, qui sont cardiaques. Moi, j'ai un neveu et deux de ses copains qui étaient un peu marathoniens. Bon, et un jour, il a fait une péricardite à 35 ans. Attendez, vous ne faites pas une péricardite à 35 ans, post-vaccinale. Bon, les cardiologues, moi j'en connais, qui ont dit, nous avons été obligés de faire vacciner les gens et nous voyons des catastrophes. J'étais récemment voir une ophtalmo pour mes propres yeux. Bien, j'ai un âge où je vais avoir une petite opération pour la cataracte qui est tout à fait banale. Bien, et cette ophtalmologue, une femme remarquable, elle me disait, je n'ai jamais vu depuis la vaccination autant de thrombose des veines de la rétine. Notre rétine, nous la refaisons tous les 10 jours. Tous les 10 jours. Vous n'avez pas une rétine parce que vous avez 50 ans qui a 50 ans. Vous avez une rétine qui a 10 jours. Il vous faut la nourrir, votre rétine, par l'alimentation. Bon. Et si, en plus, on vous envoie des protéines spike, qui sont des protéines thrombotiques, c'est-à-dire qui font des caillots dans les petits vaisseaux, et les plus petits vaisseaux que nous ayons, ils sont où ? Oui, ils sont à la rétine. Ils sont à l'extrémité de nos neurones. Elle n'a jamais vu autant de problèmes. J'ai un ami jeune, bien plus jeune que moi, 62 ans, vacciné 5 fois, il perd la vue. Je lui dis, mais pourquoi vous avez été vacciné 5 fois ? On me l'a imposé pour mon boulot. On pourrait donc résumer votre position sur le fait que vous n'êtes pas anti-vax. Pas du tout. Que vous êtes pour les vaccins, mais à un certain âge. Tout à fait. Vous êtes contre les vaccins ARN messagers qui ont été fait un peu la va-vite de ces 4 dernières années, c'est ça ? Exactement. Et je dirais que c'est au médecin, si vous voulez, le médecin qui doit dire, ce monsieur, cet enfant a besoin du vaccin,
d'arriver à le convaincre, pas simplement parce qu'il y a un ordre qui vient d'un ministre de la Santé strictement incompétent. Ne parlons pas des ministres actuels, passés, présents, il y a tous les noms qu'on peut sortir, qui n'avaient pas de compétences. Quand vous pensez qu'un ministre vient de la neurologie et il finit en chirurgie esthétique, attendez. C'est quand même un gros scandale. Enfin, voilà, bon, comment finir, vous en avez un autre. C'est parfaitement logique, moi, je trouve. Un médecin qui, lui, il vous jure dans le blanc des yeux qu'il n'a pas un radis à l'extérieur alors qu'il est ministre du budget, qu'il a tout son pognon sur des îles lointaines et qui, lui, il est médecin, il n'est pas suspendu, mais moi, je suis suspendu. Bon, alors, je suis devant le Conseil d'État, ça ne me fait pas peur, je fais confiance à la justice, on verra bien ce qu'elle va demander, ce qu'elle va juger, je demande un sursis. Pourquoi ? Parce que je suis débordé de demandes de conseils. J'ai le droit de donner des conseils à 100 personnes qui ont des hémorroïdes, mais pas à une qui en a, parce que ça c'est le rôle d'un médecin. 100 personnes, c'est le professeur. Et là, j'ai le droit en tant que professeur de parler à 100 personnes qui ont des hémorroïdes. Donc l'université publique, c'est une bonne solution parce que là, vous pouvez conseiller 100 personnes en même temps. C'est pour ça que la radio, la télé, moi je suis tout à fait d'accord pour y passer, pour transmettre des choses. Parce que, attention, les Français, et les Belges aussi, ils ne sont pas idiots, hein. Ils ont des neurones. Ça dépend lesquels. C'est de les stimuler. Il faut les stimuler. Et puis, s'ils ne sont pas d'accord, moi je reviens et vous me mettez... J'ai dû faire des émissions sur ABC Talk TV, une télévision, pour répondre à mes détracteurs. Alors, on m'avait mis les questions et il y en avait une bonne trentaine. J'ai répondu à tous mes détracteurs. Bon, why not ? Ça ne me gêne pas. Oui. Quelque part, dans tout ce que vous dites, il y a une bonne nouvelle. J'essaie de trouver la positive dans tout ça. En fait, c'est qu'il y a la prévention. Et puis, la nourriture, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et donc, il y a des solutions pratiques, les préventions. Et puis, il y a on peut passer par la nutrition pour prévenir tous ces problèmes. Et... Justement, il y a un problème qui revient à la cause, enfin, ce qui se passe en général, c'est que ce que vous dites par rapport à la médecine, d'un point de vue très général, on attend un changement de paradigme parce qu'on est coincé dans un truc qui n'avance pas. Mais on a toujours le même problème, quel que soit le sujet, parce qu'on a eu cette conversation souvent à ce micro, c'est que est-ce que les gens ont réellement envie de changer tout ça ? Et là, je parle plus à madame, parce que vous préconisez des choses d'alimentation peut-être même très basiques, qui ont l'air d'ailleurs peut-être... Oui. Ah oui, bien sûr. Mais est-ce que les gens ont envie d'y aller ? Est-ce qu'ils ont envie de le faire ? Est-ce que vous constatez ça réellement ou pas ? C'est très difficile de changer ses habitudes alimentaires. Mais les gens, vous dites les gens, est-ce qu'ils ont envie ? Les gens, ils savent des choses. Ils ont compris déjà que, on parle beaucoup de l'environnement, ils ont compris que dans l'environnement, il y avait des poisons, des choses qui ne font pas du bien. Et parmi tous ces poisons, il y a les pesticides. Je voyais que sur l'Humanité, il y a eu un article qui montrait que c'était le mois dernier, fin mars, qui montrait que en 2016, l'ANSES avait publié une étude en disant les études sur le glyphosate ne sont pas suffisantes. Ça a été complètement étouffé. Et ça ressort maintenant. Bon, les pesticides, c'est vraiment un problème. On sait qu'ils ont une action hormonale et que donc, dans le profil des cancers hormonaux, vous avez aussi l'environnement avec les pesticides. Ce sont des perturbateurs endocriniens. Exactement. Exactement. Et donc, cette catégorie des perturbateurs, il faut les éviter. Il faut les éviter dans les traitements, il faut les éviter dans les pesticides, dans l'environnement. On ne vous conseille pas d'asperger vos jardins avec des produits toxiques parce que ça peut vous créer des gros problèmes de santé. Alors, est-ce qu'on peut échapper aux pesticides ? Ben oui, en achetant du bio, de préférence du bio sérieux. Pas dans les supermarchés peut-être, parce que là, on est moins sûr de ce qu'on achète. Voilà. Donc, on va favoriser le bio, le proximité, les petits agriculteurs du secteur qui ne traitent pas. Pourquoi ? Parce que ça coûte cher, mais qui ne peuvent pas se payer le label. Mais on voit bien que leurs légumes, ils ont plus de goût, qui sont moins réguliers, ils sont pas brillants. C'est pas une de mes maraîchères un jour qui m'avait dit, mais Madame Joyeux, je lui avais dit, mais vos pommes, comme elles sont brillantes, je préfère prendre celles d'à côté. Elle me dit, oh mais Madame, on les frotte, on les astique. Je lui dis, oui, une par une, bien sûr. Alors elle a rigolé et puis elle a plus rien dit. Mais voilà, quand vous avez des fruits ou des légumes qui sont trop brillants, il faut se méfier. Alors, il faut acheter plutôt bio, proximité, de saison.
de saison, c'est important, puisque les saisons produisent des fruits et des légumes qui correspondent à nos besoins. On sait très bien que les légumes d'hiver, par exemple les crucifères ou les aliacées, apportent des composés soufrés qui sont excellents. Donc les crucifères, c'est tout ce qui est choux, les choux, roquettes, les betteraves, moutarde, les radis, voilà, tout cresson. ça. Les brocolis ont beaucoup de qualités, tous ces légumes, pour la santé. Et ces composés soufrés sont anti-cancer et ils sont respiratoires et ils sont anti-infectieux. Voilà, toutes nos herbes, tous nos herbes de Provence, le thym qui n'est pas qu'en Provence d'ailleurs, on en trouve même en Angleterre, vous vous rendez compte. Tout ça, ce sont des produits qui sont antioxydants, qui vont apporter des défenses immunitaires, qui vont être antibactériens. Ça, ce sont de très bons produits. Et puis, les fruits et les légumes qui correspondent à ces saisons et à ces proximités, eh bien, ils apportent quoi? Ils apportent ce qui nous fait vivre. C'est aussi simple que ça. Notre vie dépend de ce qu'on mange. C'est comme l'essence dans le moteur. Vous ne mettez pas du diesel dans une voiture qui marche à l'essence. Voilà. Et donc, il faut se nourrir avec ce qui va nous apporter. Les vitamines, ce sont les couleurs. Les minéraux, ce sont les goûts, sels minéraux. Les polyphénols et les flavonoïdes. Oui, pardon. Flavonoïdes, oui. Les flavonoïdes. Oui, les flavonoïdes, polyphénols. C'est sympa pour les auditeurs, les flavonoïdes, les polyphénols. C'est gentil de leur dire ça. Ce sont tous les antioxydants naturels qui sont dans nos fruits. Anti-vieillissement, voilà. Voilà, et qui sont anti-vieillissement et qui sont anti-destruction cellulaire, quoi. Couleur, odeur, saveur, la texture, ce sont les fibres. Et ces fibres, il faut préserver les fibres. Il faut qu'elles soient suffisamment en bon état quand on les consomme pour nourrir notre flore intestinale. Et tout le monde parle du microbiote. Le microbiote, c'est le siège de nos défenses intestinales. Donc, les fibres, très important. Il ne faut pas qu'elles soient détruites. Et il faut qu'on les mastique, qu'on soit obligé de les mastiquer pour produire la salive qui va équilibrer leur composition et qui va permettre qu'on les digère bien. Parce que si on ne digère pas bien les crudités, c'est qu'on ne les a pas assez mastiquées et c'est qu'on a des habitudes de cuisson. On arrive à la cuisson. Vous n'avez pas oublié un élément assez important, les enzymes. Mais bien sûr, les enzymes, elles sont présentes dans nos aliments, mais elles sont aussi présentes dans notre salive. Justement, si on mastique, on produit de la salive, et dans la salive, vous avez l'amylase pour digérer l'amidon. Mais beaucoup de gens vous disent, moi, je ne digère pas les crudités. Mon mari, il ne digère pas les crudités, ça le ballonne. Alors je dis oui. Et je suis obligée de tout cuire à la... Alors là, je fais stopper toute la réunion, parce que j'ai donné beaucoup de cours, et... je lève le doigt et puis tout le monde ensemble dit à la cocotte minute. Qu'est-ce que c'est que la cocotte minute? C'est un moyen de cuisson. On va arriver à la cuisson. Mais donc, vous voyez, couleur, odeur, saveur, texture, c'est nos 5 sens. Bon, parce qu'il y a aussi le toucher qui compte. Nos 5 sens qu'on doit utiliser quand on va au marché. Le marché, c'est fondamental. Oui, mais Christine, c'est pas facile à beaucoup de gens de changer. C'était la question qui t'était posée. Mais oui, on va y arriver. Regarde, même parmi mes propres frères ou sœurs ou beaux-frères... Nous rappelons qu'ils sont ensemble depuis 50 ans dans 48 heures. Il m'empêche de parler. Non, mais ça peut être difficile pour des gens qui ont des habitudes ancestrales et qui disent, bon, je préfère prendre un cacheton. Oui, mais j'ai du diabète, je prends un cacheton. D'expérience, quand je dis cocotte minute, attention, c'est un autoclave, c'est un stérilisateur. Ça fait éclater les fibres. C'est mou, c'est bien, après ça descend tout seul. C'est comme les pâtes, quand on les cuit bien, elles sont moelleuses. On va mettre du beurre, on va mettre du fromage, de la sauce tomate, ça descend tout seul. Ce qui fait qu'on n'a pas le temps de réaliser qu'on les a déjà mangées, on va se resservir. Et hop, c'est des sucres, on va grossir. Hein, voilà. Donc, il y a quand même des engrenages qui vont être calmés si on comprend ce qu'on fait en cuisant. Et donc, je parle toujours de couleur, odeur, saveur et texture. Je le répète, parce que ça rentre. Et quand on fait son marché, on choisit les légumes pour leur couleur, pour leur fraîcheur, le craquant de la salade, pour leur bonne odeur. Le bon poisson.
Hein? Un bon poisson. Et le poisson, s'il sent trop le poisson, c'est qu'il n'est pas frais. Il sent la mer, il est frais. Voilà. Donc tout ça, c'est très important et ça prépare la digestion ensuite. Mais quand on arrive chez soi, on peut tout casser en préparant. Et la viande? La viande, c'est pareil. On peut manger de la viande, ça, on a le droit. Oui, alors la viande, justement, on va en parler en arrivant à la cuisson. Quand vous préparez tous ces aliments, si vous les cuisez trop, vous détruisez tout ce que je viens de citer. Et il faut apprendre à savoir les cuire de façon à ne pas tout détruire, mais aussi de façon à nettoyer. Et ça existe. Il y a un moyen de cuisson qui permet de nettoyer. Quand vous allez au hammam ou au sauna, vous transpirez. C'est la chaleur et la vapeur qui vont vous faire transpirer. Alors c'est plus le hammam que le sauna, puisque le sauna c'est sec. Vous transpirez et dans votre transpiration, on a retrouvé des pesticides, on a retrouvé des métaux lourds, on retrouve des tas de choses, des antibiotiques, des toxiques que vous avez vous-même fabriqués et que vous éliminez par la transpiration. Donc, cuisson, transpiration, c'est la vapeur douce. C'est quoi la vapeur douce? C'est un couscoussier, mais un couscoussier qui est quand même des performances suffisantes, c'est-à-dire qu'il faut que la vapeur passe bien, donc des trous assez gros, et un seul étage, parce que sinon les étages du dessus transpirent les toxiques sur ceux du dessous, et puis un couvercle bombé pour que la vapeur puisse circuler abondamment et bien envelopper les aliments que vous y mettez. Et à ces conditions-là, vous allez nettoyer vos aliments et vous n'allez pas les dégrader. Les nettoyer parce que la transpiration va leur faire perdre les toxiques. Ça peut être les antibiotiques de la viande, ça peut être tous les pesticides et tous les produits qu'on a jetés dessus. Ça peut faire aussi perdre l'excès d'eau parce qu'il faut comprendre aussi que les pesticides ont une action hormonale, donc font stocker l'eau des légumes. Donc vos légumes, vous achetez au prix du kilo, vous dites c'est moins cher que le bio. Mais le bio, il est plus riche et il est plus concentré. Et là, vous avez du liquide qui va partir en excès et donc vous retrouvez une certaine concentration, bien qu'on sait que les produits non bio ont moins de nutriments que les produits bio. Voilà. Vous comprenez pourquoi je suis en bonne santé? Tout à fait, mais en fait, avec toutes ces informations, après, les gens décident pour eux-mêmes. Ce qui est important, c'est que vous diffusez ces informations. Eh bien, oui. L'information, elle leur apprend qu'ils vont nettoyer leurs aliments et que cette température de 95 degrés, pourvu qu'on la garde très courte, elle va leur donner des aliments top, qui vont les obliger à mastiquer puisqu'ils sont un peu craquants, al dente. Les Italiens ont hérité ça des Chinois, al dente. On retrouve la vapeur au bout de la chaîne. Et là, ils vont avoir une alimentation, mais il faut qu'ils expérimentent. Ils vont avoir une alimentation qui est très colorée, qui est très rapide à préparer. Vous n'épluchez plus les légumes, surtout s'ils sont bio, parce que vous avez plus de nutriments dans la peau que dans l'intérieur. Et donc, vous gagnez un temps fabuleux. Vous préparez un repas en 15-20 minutes facilement. Surtout un repas simple pour le repas de midi ou le soir. Quand vous rentrez, si vous travaillez, vous n'avez pas trop de temps. Et le cru, est-ce que ça doit faire aussi partie du régime alimentaire? Bien sûr. Alors, choisi, bon choix. On a déjà expliqué comment il faut choisir. Et puis, préparer de façon à ce que vous soyez obligé de mastiquer et pensez à cette mastication. Les Allemands disent 37, ça veut dire 37 fois. Comptez 37 mastications. Voilà. Et à ce compte, vous avez bien imprégné vos aliments. Ils vont descendre tranquillement par l'ésophage, qui n'est pas un tube en inox. C'est souple, l'ésophage. C'est une muqueuse. Donc, on l'irrite. Si on met des morceaux, d'ailleurs, des fois, on se fait mal en avalant des morceaux. Et puis, les enzymes de la salive, puis du pancréas, ajoutés aux enzymes qui sont contenues dans les aliments et qui ne seront pas détruites, tout ça, ça va nous permettre de bien nourrir notre microbiote et de bien nous nourrir globalement. J'ai une question pour vous, parce que c'est vrai que, les conseils que vous donnez sont assez simples. Mais comme le disait Nicolas plus tôt, il y a une question de changement d'habitude.
Oui. Et il y a une habitude qui est assez difficile, surtout quand on est père ou mère, c'est que les enfants peuvent être très difficiles à justement tous ces changements. Et que par facilité, on va continuer nos vieilles habitudes. Donc vous, qui avez eu 6 enfants, qui allez bientôt avoir des petits-enfants, quel conseil vous donnez justement aux parents? 2 claques et tu manges qu'il y a dans ton assiette. Alors plus soft que ça. C'est vrai ce que vous dites. Et c'est tellement vrai que je l'ai constaté avec mes enfants, parce que moi j'avais déjà des habitudes assez dans ce sens-là, mais avec mes filles et mes belles-filles, les enfants, j'ai vu des bébés de 6 mois, un qui se jetait sur les citrons parce que sa mère adorait le citron, une série de petits frères et sœurs qui se jettent sur les pommes dès qu'ils sont assis, qui peuvent ramper pour aller chercher une pomme dans un panier, ils y vont, ils mangent la pomme directement. Si la maman, avant la grossesse, mangeait beaucoup de fruits, beaucoup de crudités, les carottes, alors ça c'est quelque chose... Ça traverse le placenta. Voilà. Eh bien... les enfants n'ont aucun problème. Au contraire, ils vont aller vers le fruit, vers la carotte, vers les salades. Voilà. Alors, les enfants qui n'ont pas... Jusqu'à un certain âge. Parce qu'il y a l'âge de changement. Parce que moi, j'ai vécu ça avec ma fille. On y vient. Okay, ça va. Et les enfants qui n'ont pas eu ces habitudes et dont les parents n'ont pas eu non plus ces habitudes, donc c'est l'épigénétique, eh bien, c'est difficile. Mais si leurs parents changent effectivement leurs habitudes, eh ben, ils vont commencer par mettre un petit peu de salade coupée dans les pâtes, un petit peu de... on va progressivement habituer l'enfant à voir ces aliments-là, à les goûter, et puis petit à petit à les consommer en même temps que ce qu'il aime bien consommer d'habitude. Mais il est évident qu'il ne faut pas laisser un enfant se nourrir uniquement de pâtes. Donc de la glace au concombre, par exemple. Oui, mais un enfant n'aime pas les fruits. Vous allez prendre cet enfant et vous allez lui dire, on va ensemble dessiner un visage sur cette belle assiette. Et vous mettez un visage, un morceau de pomme, vous mettez un morceau de banane, vous mettez des cerises ou des fraises pour faire les yeux, etc. Et c'est l'enfant qui va construire ça. Et ensuite, il va en manger, croyez-moi. Et s'il ne veut pas manger, c'est simple. On le met au frigo, c'est pour demain. C'est pour ce soir. Voilà. En fait, les enfants fonctionnent beaucoup sur l'exemple. Donc, si les parents mangent beaucoup sainement, les enfants, après un certain temps, ils vont vouloir goûter quand même. Il y a quand même un problème là-dedans, le problème de l'école. C'est-à-dire que moi, je refuse de donner des sucreries à ma fille. Par contre, tous les autres, ils en ont. Donc, elle se retrouve toujours... C'est une héroïne, votre fille. Il y a de plus en plus d'écoles sans sucrerie. Il y a de plus en plus... Enfin, moi, je vois, il y a de plus en plus d'écoles qui interdisent... Parce qu'il y a des gamins qui ont des chips, des paquets de chips, Moi, j'ai lancé le bar à fruits, c'est-à-dire la récré fruitée. À la récré, vous avez un fruit. Et on a testé sur les enfants du primaire qui avaient le fruit à la récré comme les professeurs. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils écoutent plus dans le cours d'après, ils écoutent plus, ils sont plus attentifs, et les maîtresses ne s'énervent pas sur les enfants, parce qu'ils sont agités, ces gosses. Quand vous en avez 30 dans une salle, et que ces 30-là, ils sont hypoglycémiques parce qu'ils ont pris un croissant le matin au petit-déj, ils sont hypoglycémiques, donc ils retiennent que dalle, ils sont énervés. Donc le fruit à la récré, extrêmement important, ça devrait être mis en place dans toute l'Europe, au collège, en primaire, au collège et au lycée. Ça viendra, il faut du temps. Mais moi, je suis allée dans les écoles et je leur ai dit, mais pourquoi vous ne mettez pas de fruits au dessert ? Ah, les enfants, ils ne les mangent pas, ils les gaspillent. Et oui. Oui, bien sûr. On leur donne mais enfin, la plupart des cantines, maintenant, les cuisiniers se contentent... leur seul outil de travail, c'est un cutter pour ouvrir des cartons et les réchauffer. Et bien sûr. Les cantines où on cuisine... Parce que vous êtes français, vous ne savez peut-être pas, mais en Belgique, le repas chaud, il n'y a qu'en France qu'on mange chaud à midi. En Belgique, on mange ses tartines, on ne mange pas chaud. C'est encore pire. Donc c'est aussi ça, c'est l'influence deutsche. C'est culturel en tout cas, c'est culturel, mais en France, moi quand j'en parle, on me regarde avec des grands yeux. Moi aussi, ça m'étonne. Oui, on mange un repas chaud et souvent dans certaines régions, c'est le seul repas chaud que les enfants auront dans la journée d'ailleurs. Il y a des changements maintenant dans les écoles de plus en plus. Parce que la chaîne du chaud a ses limites, on en a vu les limites, c'est pendant des heures à 63 degrés, c'est catastrophique, c'est pire que la cocotte minute. Et pourquoi ? Parce qu'on a peur de la prolifération des bactéries.
Mais les légumes frais non cuits, eux, ils n'ont pas de problème de bactéries tant qu'ils sont frais, qu'ils sont de bonne qualité, qu'ils attendent. Voilà. Alors maintenant, on voit dans les écoles des fours à vapeur, à étage, c'est un placard, cuisson vapeur, et on met dans les tiroirs le surgelé. Eh ben, c'est quand même beaucoup mieux. Parce que le surgelé, il a été étuvé rapidement, mais c'est encore plein de couleurs, donc de vitamines, c'est encore croquant. Et ça permet d'avoir moins de dégâts sur les aliments. Pourvu qu'on ne laisse pas trop longtemps, ça c'est encore une question d'éducation des cadres, mais c'est quand même intéressant. Donc le surgelé peut être une solution de substitut qui est valide. Okay. Mais bien sûr. Okay. Bien sûr. Alors, ce n'est pas l'idéal parce que dans les surgelés, vous avez les surgelés qui supportent la congélation, comme les petits pois, les haricots, voilà. Et puis ceux qui sont beaucoup plus pleins d'eau et qui vont éclater, les fibres vont éclater, par exemple les oignons, les champignons. Ça donne de moins bons résultats après quand vous les préparez. C'est pour ça qu'il faut un ministère de l'agriculture et de la santé, mais pas deux ministères séparés. Il faut qu'ils bossent ensemble. Agriculture donne santé, voyez. Alors qu'il y a des secrétaires d'État après, mais le grand ministère, c'est agriculture et santé. C'est ça qu'il faut faire en France. C'est aussi en Belgique, ça existe moins, mais c'est vrai qu'on ne fait pas trop les marchés, mais il y a la culture de l'hypermarché aussi, qui est très présente en France. Oui. Et finalement, on a même l'impression que des fois, l'industrie alimentaire flirte avec l'industrie pharmaceutique. Bien sûr. Tout simplement, quand on parle d'élevage de bovins ou autres, il faut les médicamenter pour pas qu'il y ait de maladies qui se créent. Donc tout à fait. Tout un cycle il y a de plus en plus d'études qui montrent que tous les conservateurs et les additifs sont extrêmement mauvais au niveau de la santé. Donc, tous les ceci, cela, il faut être très prudent. Et il faudrait quand même les éviter autant que les pesticides. Vous savez que le lait que nous allons prendre et les yaourts, ils vont venir d'où? Lactalis, Brésil. Lactalis, Argentine. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des fermes avec 30 bovins. Lactalis France, Europe va arriver en disant non, vous avez 30 bovins, on vous en faire 200. Vous allez gagner beaucoup plus de pognon. Et ensuite, dans les avions, on va faire transporter. Vous imaginez ce que ça coûte? Non, c'est complètement aberrant. Et on démolit nos fermiers. Hein. Ouais. Mais ça coûte cher, là, parce que vous dites saison, bio, tout ça. Oui, vous avez raison. Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a aussi un problème pour le citoyen lambda, surtout à l'époque économique que nous vivons, il y a aussi un problème de budget. Non. C'est pas évident de manger. Alors, elle a étudié le budget. Mais Madame nous dit non, donc. Non, parce que nous avons étudié ça au niveau associatif avec, en particulier, une famille nombreuse qui a accepté le défi, qui a dit je vais passer au bio. Et quand vous passez au bio, premièrement, vous avez des aliments, fruits, légumes, qui sont beaucoup plus concentrés en nutriments. Si vous en consommez beaucoup crus, et si vous faites attention à la façon de les cuire, vous êtes obligé de mastiquer. La satiété, c'est dans le cerveau, c'est déclenché par la mastication. Donc, au début, vous allez consommer plus par habitude, et puis rapidement, vous allez... J'ai assez, j'ai plus faim. Vous avez tous les goûts, toutes les saveurs et les odeurs qui sont conservées. Votre cerveau les enregistre et vous dit « Oh, c'est bon, vous salivez plus, vous digérez mieux, vous êtes mieux nourri, vous êtes mieux au point de vue santé. Moins de diabète, moins de surpoids. Vous surpoids. perdez du poids. » Voilà. Et en plus, vous mangez moins de viande, moins de produits laitiers, parce qu'on se rend compte... Ce qui coûte cher. C'est beaucoup plus cher. Ouais. Les poissons, vous comprenez que les petits poissons gras qui sont moins chers, c'est ceux qui sont les meilleurs pour votre santé. Donc vous apprenez à la cuisiner, au total, eh bien, vous faites des économies. Mm-hmm. Ce que je vous disais sur le stockage de l'eau par les pesticides, c'est du même ordre que les poulets qu'on injecte d'eau pour qu'ils pèsent plus et puis qu'ils vont fondre si vous les mettez à cuire. En plus, quand vous faites ça au cuit-vapeur, c'est tellement manifeste, ça devient un pigeon, quoi. Bon, alors, je vais vous poser la question. On a parlé de l'argent. Allez. Maintenant, je connais la réponse, mais je vais quand même vous poser la question. Mais les gens n'ont pas le temps de cuisiner. Excellent. Mais je vous ai dit déjà que ça allait beaucoup plus vite. Vous n'épluchez pas. Vous n'épluchez plus. À part les courges qui ont une grosse peau. Mais les pommes de terre, c'est la peau qui vous nourrit, c'est pas l'intérieur. L'intérieur, si vous le cuisez trop, c'est du sucre. Ouais.
Donc, c'est ça qui va vous faire grossir. Mais la peau, elle va vous apporter des minéraux, des oligo-éléments. Elle va vous apporter même des acides gras, alors en petite quantité pour la pomme de terre, mais dans certains... Mais Christine, la vitesse de cuisson. Et j'en ai déjà parlé. Et en plus, vous les coupez en petits morceaux comme la phalange de mon index. Vous les jetez dans votre cuit-vapeur en ébullition. Et 5 minutes, et vous les sortez. Et là, vous les assaisonnez, vous mettez des herbes, du thym, ça embaume, ça circule dans toute la maison. Et vous mettez du sel, et vous mettez de l'huile d'olive de préférence, mais vous pouvez ajouter du colza qui va vous apporter des oméga 3. Et tout ça, ça vous fait des plats d'une très grande saveur. Et très vite. Donc nous venons de démonter 2 idées reçues. On peut manger bio, en circuit court, de qualité, en bonne santé. Oui. Cuisine rapide. Sans que ça nous coûte plus cher et sans que ça nous prenne plus de temps. Mais bien sûr. Tout le monde a noté. Et vous n'avez pas besoin d'un cuiseur qui vaut 2000 balles, alors qu'avec un cuit-vapeur très simple autour de 150 à 200 balles, vous avez ce qu'il vous faut pour la vie entière. Mais je croyais que vous alliez me dire le temps qu'on peut prendre pour cuisiner, c'est du temps pour soi, pour la santé, pour le goût, pour l'éducation aussi. Et ce temps-là, on peut le piquer ailleurs quand même. Parce que c'est systémique. Oui. Et quand vous dites que les gens doivent changer, ils ne vont pas changer un seul compartiment de leur vie. Ils passent beaucoup de temps sur les écrans, par exemple. Ils regarderont moins la télé, quoi. Je vous mets sur la voie, la télé, les écrans, etc. Moi, j'ai confiance dans les femmes parce que déjà, on se rend compte que les adolescentes, dès qu'elles commencent, vous êtes tous des... Non, on est 2. Mauvaise foi masculine. Les filles, déjà adolescentes, elles se rendent vite compte qu'en mangeant la cantine ou en mangeant... elles ont des boutons. Elles ont des boutons. Je me souviens de notre fille qui revenait du lycée. Il s'était inscrit à la cantine. Il y avait 20 minutes à pied pour aller au lycée. Elle est revenue un jour. Elle m'a dit, regarde, maman, j'ai de l'acné partout. J'en ai marre. Je ne mange plus à la cantine. Je reviens à table. Donc, il fallait que tout soit prêt. C'était prêt. Elle mangeait. Elle repartait. Plus d'acné. Bon. Et les filles, donc, elles vont vers les salades. Il y a un médicament contre l'acné. Oui. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, il y a un médicament contre tout. Elles vont plus vers les salades, les filles, que les garçons. La prévention contre l'acné. Oui, absolument. Mais passer à la cuisson vapeur, j'ai eu plusieurs cas de mes élèves dont les filles étaient pleines d'acné. Et le fait de passer à la cuisson vapeur, il n'y a plus d'acné. Parce que ça enlève les toxiques. L'acné, c'est un problème qui est à la fois hormonal, toxique. C'est les toxiques qui sortent de la peau, Tout à fait. puisque la peau est un émonctoire, c'est-à-dire qui exècre... Mais la peau reflète l'intérieur et c'est un émonctoire, exactement. Elle vous parle, la peau. Ça veut dire qu'on évacue les toxiques par la peau, comme par la sueur, d'ailleurs. Voilà. Et qu'en est-il de l'eau, par exemple? Parce qu'il y a beaucoup de gens... Château-la-Pompe. Non, mais c'est vrai qu'on en parle très peu, mais l'eau, il y a aussi une place prépondérante dans la santé. Et l'eau qu'on consomme, en général, elle n'est pas propre à la consommation. On parle d'eau potable. C'est ce que ça veut dire. Oui, tout à fait. On ne parle pas d'eau propre, pure. Voilà. Oui, et alors quand on dit potable, c'est comme ça. C'est mi-figue, mi-raisin, comme on dit. Alors déjà, pas bouteille en plastique. Bouteille en verre, ça coûte 10 fois plus cher que l'eau du robinet. Mais l'eau du robinet, elle vaut que dalle. Si vous êtes à Paris, nous avons été 5 ans 800 fois plus cher. 800 fois. Plus cher que l'eau du robinet, pas 10 fois. 800 fois. C'est ça. Alors, l'eau à Paris était dégueulasse. C'était du chlore. À Montpellier, c'était guère mieux. Oui. Bon, donc, nous avons mis un filtre. Oui. Mais nous sommes dans les Pyrénées, on n'a pratiquement pas besoin de filtre. Parce qu'on a une eau qui vient de la montagne, qui est extraordinaire. Ça dépend du lieu où vous êtes. Bien Et sûr. le maire, dans chaque mairie de France, doit vous donner l'état de l'eau 2 fois par an. Été, hiver. Mais il ne vous donne que le taux des nitrates. Il y a trop de nitrates, c'est pas bon pour les femmes enceintes et pour les bébés. Les autres, on s'en fout. Bon, non, ça suffit pas les nitrates. Il faut regarder, on est capable de regarder les taux de calcium, de zinc, de glyphosate et de pesticides. Et d'autres produits toxiques. Oui. Et d'oestrogène aussi. Comment? Et d'œstrogène aussi. Ah ben, les pesticides, ce sont des estrogènes. Oui, mais les œstrogènes des pilules, justement, qui vont dans les eaux usées et qui ne sont pas filtrées par les stations d'épuration. Les poissons mâles de la Seine deviennent femelles et inversement, quoi. Voilà. Ça, alors, on le sait. À 800, combien vous avez dit 800 fois le prix de la bouteille d'eau. Oui. Eh bien, le prix du litre d'eau, eh bien, il vaut mieux investir dans un bon filtre. Est-ce que c'est suffisant, le filtre? Est-ce que c'est suffisant, le filtre? Parce que c'est déjà pas mal. L'œstrogène ne va pas être filtré. Je le sais parce qu'on j'avais dû faire une étude sur la possibilité d'aller filtrer des eaux en très mauvais état avec de l'arsenic.
Et le filtre ne filtre pas ce genre de matière. Donc, c'est peut-être ça dépend du filtre. Hein. On va acheter un filtre Berkise. Ouais. Oui. On n'est pas sponsorisé, on le dit tout de suite. Non, mais faut faire attention. Ce genre de filtre, on va en citer 2 autres, c'est ça, on doit donner 3 mains. Non, parce que non, il y a les filtres aux inverses, mais ça coûte plus cher. Ouais. Voilà. J'ai une question plus générale par rapport à tous vos travaux, parce que là, vous présentez une conférence qui s'appelle « Vivre centenaire et en bonne santé ». Enfin, j'ai plusieurs questions, enfin, c'est un espèce de finale comme ça. Est-ce que déjà, on doit vivre centenaire ? Est-ce qu'on est obligé de vivre centenaire ? Est-ce que on doit rechercher ça à tout prix ? Est-ce qu'il n'y a pas une idée de nouveau pas de transhumanisme, mais presque, quelque chose on va au-delà de ce qui nous est permis de faire ? Et un rapport, vous, plus personnellement, je vais parler à vous, monsieur, pas à madame, rapport à votre âge, on va dire, vénérable, est-ce qu'il y a une volonté de rester encore, de repousser quelque chose ? Ou même, pour conclure, comment vous considérez la mort dans tout ça ? De manière plus spirituelle sur l'ensemble de votre Très intéressant. Parce que vous avez été confronté on vous demande à ça. Si vous vous accrochez pas un petit peu. Non, parce que vous avez été régulièrement confronté à ça par votre travail. Bien sûr. Par le à partir cancer. du moment où vous naissez, il y a la mort au bout. Ça paraît évident. Hein. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est que pour moi, en tout cas, j'arrive à un âge, j'ai 78 ans et 79 dans quelques mois. Donc 80 ans l'année prochaine. Et bientôt, oui. Bon, eh bien, je pense qu'il faut être prêt tous les jours. Si vous êtes prêt avec l'angoisse permanente de je veux pas, je tiens pas à, etc., je m'accroche à la vie, etc., vous allez vous casser la gueule tout de suite. Bon, à mon avis, hein. Bon. Par contre, si vous êtes prêt, vous êtes serein. Bon, voilà. Alors après, l'un pensera qu'il n'y a que dalle après, l'autre qui va se réincarner en grenouille ou je ne sais pas quoi, l'autre qui va retrouver son papa, sa maman, sa grand-mère et le président de la République. Bon, chacun sa voie, si vous voulez. Mais moi, je pense que le mieux, c'est d'être prêt tous les jours. Nous savons où nous serons au cimetière, tous les deux. Bon, quand nous sommes allés choisir au cimetière, moi, je m'en fous. Elle m'a dit, non, moi, je veux être au soleil. Bon, très bien, on a choisi au soleil, il faut lui faire plaisir à sa femme, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, vous aurez une place au soleil, c'est génial. Les pieds noirs, vous comprenez, bon, elle est née au soleil, elle veut partir au soleil. C'est viscéral. Voilà. Mais bon, moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la mort, parce qu'elle fait partie de la vie, que la mort pour moi, d'ailleurs avec mes malades, mes infirmières, je les faisais râler, parce que j'arrivais le matin, elle me disait « Monsieur un tel est mort, Madame un tel est mort ». C'était prévu. On avait dans les centres anticancéreux, si vous avez 300 malades, vous avez un mort par jour. Hein, je simplifie. Hein, un départ par jour. Bon. Alors je disais à l'infirmière « Non, il n'est pas mort. Mais monsieur, je vous ai dit qu'il est mort cette nuit. » Non, il est parti. Parti. Pas pareil. Ouais, mais il ne reviendra plus quand même. Oui, mais il est parti. Ok. Exactement. Quand on disait aux enfants autrefois, et c'était une erreur, on disait ton papa est pas mort, ton papa est parti, on ne sait pas s'il reviendra alors qu'il était mort. C'était un mensonge, alors qu'il fallait montrer le papa décédé, si vous voulez. Non, je crois qu'on est dans une société où on rejette la mort, sauf que maintenant, on veut la mettre quand l'État décide. Quand l'État décide. Parce que c'est ça qui se passe. À partir du moment où l'État il va vous donner du stress et de l'angoisse, moi j'ai un frère qui est chirurgien comme moi, à la retraite du bistouri, du scalpel, et il s'occupe d'une maison de retraite, d'une EHPAD. Bon. Et lui, il choisit les gens qui rentrent. Ça je prends, ça je prends pas. Un jour je lui dis, bon écoute, est-ce que tu me prends chez toi ? Il me dit, ok, mais il faut que tu achètes avant de rentrer 3 mois de couches Pampers. Vous me suivez ? Bon. Donc... Et je lui dis, dis-moi, si la loi passe, la loi de Macron, là, hein, à mon avis, qu'il faudrait appliquer à certains ministres au plus tôt possible. Sur l'euthanasie, donc. Sur l'euthanasie, bon. Eh bien, il m'a dit, moi, dans mon EHPAD, en 3 mois, j'ai la moitié d'EHPAD qui est vidée. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui sont déprimés. Mon fils m'a pas appelé, ma fille m'a pas appelé, j'ai pas dormi cette nuit. Vous n'avez pas dormi, madame ? On va vous donner un somnifère. Elle est anxieuse, la mémé. On va lui donner. Ça, vous augmentez les Alzheimer. C'est-à-dire, vous augmentez les gens qui bavent sur eux, qui ont la télé allumée devant eux, ils ne savent pas ce qu'ils regardent, et ils sont dans un état catastrophique, avec des organisateurs d'EHPAD qui sont là pour vous pomper vos retraites. Vous avez une retraite à 3500 balles, ok, vous allez là. Vous avez 1500 balles, bon, écoutez, on va vous mettre là, mais vous n'aurez pas 3 biscottes, vous n'en aurez que la moitié d'une au petit déjeuner, et vous aurez un repas, vous ferez de la merde. Bon, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Donc moi, je pense qu'il faut changer la société, non pas dans le sens de la mort, parce que nous sommes aujourd'hui dans une société française orientée vers la mort.
Ça, c'est certain, et je ne suis pas le seul à le dire. Beaucoup de philosophes de grande qualité le disent. Je lisais récemment dans le Figaro magazine un très bel article d'un philosophe très connu qui disait, il y a la mort au début, il y a la mort à la fin, et entre les deux, il y a quoi ? Vous êtes tous malades, vous prendrez quelque chose pour vos oreilles, pour vos trous de nez, pour votre oreille, pour votre tube digestif, pour votre respiration. Vous avez ceux qui vont vous sauver, c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique, l'industrie du médicament, qui va vous pomper quoi ? Pas vous, parce que c'est pris en charge par la Sécu, c'est l'État qui paye. Qui c'est l'État ? C'est nous tous. L'État, il se nourrit de quoi ? De notre boulot. Il faut être clair. Donc, en bon résumé, en conclusion, on va s'orienter vers la vie. Oui, absolument. Et oui. S'orienter vers la vie. Nous sommes d'accord. Joyeusement. Joyeusement, nous orientons vers la vie. C'est une magnifique conclusion pour ce podcast passionnant. On va encore vous souhaiter un bel anniversaire. Merci beaucoup. Merci. Et merci.